Donc, je remercie la commission d'épidémiologie de recherche clinique de la SRLF de m'avoir proposé cette thématique. Donc, mes conflits d'intérêts issus de la base Transparence en santé du ministère de la Santé. J'ai fait 2 formations et j'ai mangé une pizza l'année dernière. Donc c'est vrai. J'ai pris le parti de parler de 3 articles qui me semblaient importants pour coller à la thématique. Le premier est écrit par une infirmière qui est aussi professeure, qui travaille loin de chez nous, à côté de Brisbane. Quand on cherche son nom dans PubMed, on trouve 188 occurrences, ce qui est considérable. Quand on complète la recherche avec la petite fonction end et le nom d'un journal, par exemple Lancet, on trouve 3 résultats. Il s'agit donc de Claire Ricard, dont on a parlé à la session d'avant, qui travaille sur l'abord vasculaire en général. Et par exemple, elle a publié il y a 3 ans là, une étude qui compare différents systèmes de fixation des voies veineuses périphériques. Et là, je vais donc parler d'un article plus récent qui date du mois d'avril sur la fréquence des changements de ligne de cathéter sur les voies veineuses centrales et sur les cathéters artériels. Donc au passage, ça clique plus. Voilà. The Lancet, c'est une revue très prestigieuse, hein, c'est la 2e en classement dans les revues scientifiques de thématiques générales, médicales. Alors le rationnel est simple. Une infection liée au cathéter, ça a un coût, qui soit humain, en termes de temps, de traitement, de durée de séjour. Une infection, de manière générale, ça coûte cher. Les changements de ligne des voies veineuses, qu'elles soient centrales ou alors périphériques pour les cathéters, c'est recommandé tous les 4 jours avec une petite nuance qui avait été émise par le CDC, pas plus fréquemment que 4 jours, mais au moins tous les 7 jours. Et les changements de ligne, ça a un coût sur le moment aussi, puisque c'est du temps et du consommable à chaque renouvellement. Donc comment ils ont fait ? Ils ont fait un essai randomisé, c'est-à-dire qu'on a été tiré au sort le bras de traitement, 7 jours versus 4 jours. Contrôlé, le groupe 4 jours, c'était la référence de soins, c'est le groupe contrôle. Et multicentrique, 10 hôpitaux étaient concernés. Ils incluaient aussi des adultes et des enfants pour essayer d'être le plus large possible. Le critère de jugement, c'était les infections liées au cathéter. Et ça, c'était décidé par un comité d'adjudication qui revoyait tous les cas positifs en aveugle et qui déterminait s'il y avait une infection liée au cathéter ou pas. Dans ce type d'études, les infirmières et les patients ne pouvaient évidemment pas être aveugles du bras de traitement. Seul le comité d'adjudication et les microbiologistes l'étaient. Objectif double. D'une part, ils émettent une hypothèse d'équivalence sur les voies veineuses centrales, c'est-à-dire que les 2 stratégies sont équivalentes. Et sur les cathéters artériels, une hypothèse de non-infériorité, c'est un petit peu différent. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent montrer que ce n'est pas moins bien. Les principaux résultats, 2900 patients inclus sur la durée de l'étude. Le critère de jugement principal concernant donc les voies veineuses centrales, 20 infections liées au cathéter dans le groupe 7 jours, 16 dans le groupe 4 jours. Et pour les cathéters artériels périphériques, 1 infection liée au cathéter dans le groupe 7 jours, aucune dans le groupe 4 jours. Il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes et les 2 hypothèses sont donc vérifiées. En plus, elles montrent une baisse de coût. Là, j'ai converti les dollars canadiens en euros. C'est probablement pas les mêmes montants pour la France, mais ça donne quand même une bonne ordre de grandeur. 300 € d'économiser par voie centrale, et 30 € par cathéter artériel. Compte tenu du nombre posé par an, c'est des millions d'euros d'économie. Deuxième article, là on a montré qu'on pouvait faire des économies en changeant des petites choses au niveau des cathéters. Deuxième article introduit son étude avec, vous le saviez peut-être, l'année 2020, c'était l'année internationale des infirmières et des sages-femmes. C'est l'OMS qui avait déclaré ça. Et c'était en hommage à
Florence Nightingale et les 200 ans de sa naissance. Donc c'est une infirmière qui a fait beaucoup de choses et qui est notamment intervenue pendant la guerre de Crimée, où les soldats anglais mouraient plus en transit ou en soins qu'au front. Ce qui est quand même dommage. Et elle s'est dit qu'il y avait des ajustements à faire, notamment en termes d'hygiène et d'organisation des soins. Donc je vais vous parler de cet article qui est très récent, qui date du mois de mai, publié dans le Lancet aussi par des infirmières. Le rationnel est quand même solidement étayé. Un papier de 2011 qui montre que le sous-effectif infirmier est fortement associé avec une augmentation de la mortalité. Un autre article de la même équipe qui montre que quand on augmente de 1 patient par infirmière, il y a une augmentation de la probabilité de décès à 30 jours de 7%. Et de manière plus générale, une meilleure dotation en personnel infirmier est associée avec une amélioration du devenir des patients, une amélioration de leur satisfaction et une diminution des infections nosocomiales, durée de séjour, épuisement professionnel. Malgré tout, ils ont fait à nouveau une étude prospective cette fois-ci, donc on avance dans le temps. C'est un design qui est différent puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas randomiser le bras de traitement avec plus ou moins de patients par infirmière, c'est compliqué à faire. Ils ont donc procédé d'une autre façon. Ils ont fait 2 groupes d'hôpitaux qu'ils ont regardé, observé avant l'implémentation des ratios, et ils ont réévalué la même chose 2 ans après. Donc c'est quasi expérimental parce qu'il n'y a pas de randomisation. Ça concernait des unités médico-chirurgicales, ce n'était pas seulement des secteurs de réanimation, des patients adultes, 55 hôpitaux, 27 dans un bras, 28 dans l'autre, et ils faisaient en plus un questionnaire infirmier sur les 2 phases, avant-après, où ils interrogeaient 17 000 infirmières. Les objectifs sont multiples. Ils voulaient évaluer le niveau de dotation en personnel infirmier entre les 2 groupes d'hôpitaux, d'évaluer aussi le devenir des patients et essayer d'évaluer s'il y avait une association entre le niveau de dotation et le devenir des patients. Les résultats principaux sont les suivants. 300 000 patients inclus sur ces 2 phases d'études. Une moyenne de patients par infirmière tout petit peu inférieure à 6 dans le groupe contrôle et 4,37 dans le groupe intervention. Et j'essaie de schématiser les résultats, puisque la situation initiale, les 2 groupes d'hôpitaux ne sont pas comparables, puisqu'on n'a pas tiré au hasard. Ils ont donc comparé le groupe intervention et le groupe contrôle au départ, c'est les dessins bleus. Donc on voit que les patients sont plus exposés à de la mortalité et des réadmissions dans le groupe intervention, donc c'est quand même en défaveur de ces structures-là, et les durées d'hospitalisation sont plus courtes. Et après, en rouge, on peut voir les résultats de la comparaison avant-après dans le groupe contrôle, et jaune, avant-après dans le groupe intervention. Et il y a une nette baisse de la mortalité, par exemple. Le petit carré jaune est passé de l'autre côté de la droite à 1. Et une réadmission à 7 jours qui est un petit peu baissée aussi, une durée de séjour qui a monté, mais dans les 2 groupes de la même façon. Enfin, il montre que la diminution d'un patient par infirmière, seulement un patient par infirmière, c'est associé à une diminution de la mortalité de 7%, de la réadmission à 7 jours de 7% et dans une moindre mesure de la durée de séjour. Dernière chose, et pas des moindres, les économies réalisées sont 2 fois supérieures à l'argent dépensé pour augmenter le personnel. Mettre plus d'infirmières, le coût nécessaire à mettre plus d'infirmières, en fait, c'est beaucoup moins cher compte tenu de l'amélioration de la qualité des soins. 3e article. En France, il y a quand même un peu de recherche paramédicale aussi.
Et j'avais envie de vous parler de cet article de l'équipe de la CERC qui s'est intéressée à la prévalence des escars en réanimation. Nombreux paramédicaux dans les auteurs, RN c'est les infirmières, c'est IDE, MSC c'est les infirmières qui ont des masters et PhD c'est les infirmiers qui ont un doctorat. Et donc eux ils sont intéressés aux escars. Le rationnel, vous connaissez je pense, les hospitalisations en réanimation sont associées avec un risque d'escar élevé, mais les facteurs de risque qu'on connaît, en fait, peuvent être discutables selon les études et la puissance des études qu'on consulte. Ils ont donc décidé de faire une étude observationnelle. Donc là, il n'y a pas d'intervention, si on va juste regarder. One day, ça veut dire un jour donné en France, donc 86 services de réanimation. On va regarder la prévalence des escars, la prévalence des patients porteurs d'escars, pardon. Donc ça, c'est l'objectif principal. Et l'objectif secondaire, c'est d'identifier donc les facteurs de risque associés à l'apparition d'une escar. Les résultats sont les suivants. 1228 patients, prévalence mesurée à 18,7%. Ça veut dire qu'il y a en gros un patient sur 5, un jour donné, qui est porteur d'une escar en réanimation. Escar qui va se situer préférentiellement au niveau du sacrum. Et ensuite, c'est le talon, le site privilégié. Ils apportent une autre information qui est intéressante. Il y a 7% des patients qui sont porteurs d'une escar à l'admission en réa et 18% un jour donné, ce qui montre bien qu'il y a quand même une grande partie des patients qui vont acquérir cette escar durant leur hospitalisation. Enfin, les facteurs de risque qu'ils ont pu mettre en avant. Le risque escar était associé à la durée de séjour, le score IGS-2, donc ça c'est le score de gravité à l'admission, et le poids à l'admission. Et ensuite, avec la présence de troubles moteurs neurologiques, une nutrition parentérale entérale par rapport à la nutrition orale et une perfusion de corticoïdes d'au moins 40 mg par jour. Voilà, en conclusion, allez lire des études, c'était un peu le message du topo d'avant de Laurent. Emparez-vous des résultats, certains sont quand même éloquents et peuvent être mis en avant dans les unités où vous travaillez. Et puis, éventuellement, lancez-vous. La CERC fait des formations à ce sujet et essaye de, tous les ans, proposer une thématique de recherche pour tous les paramédicaux qui souhaiteraient participer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis les liens des papiers respectifs dont j'ai pu parler.